Maxime, on est dans ta maison avec tes accordéons en ce moment. Oui. Toi, tu joues depuis, quoi, presque une vingtaine d'années, on pourrait dire? En 17 et 20 ans, là, Quand on- environ. Environ, mais quand on commence l'accordéon, c'est quoi, tu dirais, les petits pièges à éviter? Qu'est-ce que ça prend aussi peut-être, pas nécessairement comme talent, mais comme caractéristique, comme volonté? C'est quoi les trucs à éviter, puis qu'est-ce qu'il faut avoir quand on veut jouer de l'accordéon selon toi? Quand on est enfant, par exemple. Je dirais d'apprendre, tu sais, comme j'ai dit, la base, d'apprendre des pièces faciles au début pour apprendre les techniques. Toi, d'ailleurs, tu as appris comme des comptines au clair de la lune au Oui. début. J'ai appris des petites comptines, puis dans les petites pièces, tu as des techniques qui paraissent pas au début, que quand tu arrives plus tard, tu es comme ah oui, la technique, c'est ça que j'avais appris, puis elle se fait bien, tu sais, puis c'est. Comment dire, c'est de pratiquer aussi, puis de jouer, d'apprendre des pièces qu'on aime. Tu sais, pas nécessairement dire, OK, quelqu'un, joue-moi ça, joue-moi ça, joue-moi ça. Ça veut pas nécessairement dire que toi, tu veux la jouer. Tu sais, tu l'apprendrais, mais tu l'aimes pas vraiment, tu sais. C'est pour jouer pour soi d'abord. Puis d'apprendre des pièces que tu vas aimer, puis que tu sais que quand tu vas la jouer, tu vas triper tout le temps. Et toi, quand tu étais encore plus jeune, là, quand tu commençais l'accordéon, on a parlé au clair de la lune, des comptines, mais est-ce qu'il y a des pièces en particulier que tu te rappelles que tu adorais justement, que tu tripais, puis c'était juste ça que tu voulais faire, puis c'était lesquelles que tu étais, j'espère qu'on me la demandera pas. Je sais, il y a des pièces que je me souviens plus le nom. Ça va avec les années, je pense aussi. On vieillit toutes, là. Je suis jeune, mais des fois, j'ai la mémoire à part. Mais il y a des pièces qui sont, qui sont souvent demandées que je veux jouer. Puis qu'il y en a que je me souviens plus vraiment du nom, mais que sont moins le fun à jouer. Puis, tu sais, jouer pour vous autres. Je jouais pas tout pour les autres. C'est parce que si j'imagine, c'est là qu'on se tanne un peu si on n'a plus de oui. plaisir, évidemment. Tu n'auras pas de plaisir à la jouer, tu vas la moffer, tu vas. Il n'y a rien de bon à jouer une pièce que tu n'aimes pas. Moi, je conseillerais de jouer ce que toi t'aimes vraiment. Ensuite, pour upgrader dans les techniques aussi, c'est de pratiquer. De beaucoup pratiquer à tous les jours, au moins une demi-heure. C'est déjà ça, une demi-heure, là. C'est pas tant que ça, à la base, ça se fait c'est pas bien. tant que ça. Moi, j'ai recommencé dernièrement, je joue occasionnellement, mais je vois la différence de... Même si c'est 10 minutes par jour, des fois, je joue juste 3-4 tonnes, puis je cherche ça là, puis je vais faire mes affaires. Mais ces 10 minutes-là, il était consacré à les tunes que je préfère. Puis que j'ai comme, OK, hey, là, ça va bien. Là, ça va bien. Puis à un moment donné, hop, elle, j'accroche un peu là. On va têter un peu dessus pendant 10 minutes. On va essayer de corriger comment dire, la petite note de trop, la petite note de moins. C'est quoi qui manque, c'est quoi qu'il y a de trop dedans, c'est quoi qui accroche. Puis après combien de temps ou à quel âge, là, parce qu'on s'entend, tu as commencé, tu étais très jeune, mais après combien de temps tu t'es dit, OK, en ce moment, je suis rendu bon? C'est la première fois que tu as vu une différence. Tu es passé de j'apprends l'instrument à je pense que je le maîtrise très très bien. Moi, je crois que, comment dire, quand tu as un professeur puis que tu joues avec, le professeur joue, habituellement, il n'y a pas d'erreur. Si tu joues, tout va bien. Mais quand que tu joues puis que tu vois que ça sonne pareil, là, tu finis ta chanson, là, tu dis, OK, ça a bien été, je l'ai eu, mais là, t'es bon. Tu comprends? T'as pas fait d'erreur, tu joues comme ton professeur. Fait qu'après ça, bon, ben c'est beau, il te reste juste à la pratiquer comme ça, puis les enregistrements, surtout, s'enregistrer, jouer, voir c'est quoi qui accroche à une place, ça sonne-tu pareil, ça sonne-tu pas pareil, y a-tu de quoi que... Y a-tu de quoi que tu peux modifier, puis ça, c'est toujours, tu peux redemander à ton professeur plus tard aussi. Mais le professeur, je crois que c'est un pilier pour l'apprentissage à long terme. L'exactitude aussi. Tu peux jouer une pièce, mais comme je dis, tout le monde la joue différemment. Oui. Tout le monde la joue différemment.
Puis il y a des professeurs qu'eux autres se spécialisent là-dedans. Ils spécialisent à regarder, comment dire, ils vont t'apprendre aussi le tempo. Jouer trop vite, jouer pas assez vite. Puis toi, tu jouais, de ce que j'ai compris, tu m'as dit avant l'entrevue, des fois tu jouais vite, là, tu avais une cadence, là, mais comment tu as su maîtriser ça, justement? La pratique. La pratique, hein? La pratique, apprendre le tempo, c'est écouter une chanson dans l'auto. Écouter le tempo dedans. Tu sais, t'as tout le temps une base quelque part dans la musique, puis c'est d'apprendre à jouer avec après. T'sais, tu joues, t'apprends le tempo un peu, on va dire, t'évolues tout le temps. C'est la pratique. Ensuite, oui, je jouais trop vite. J'avais de la misère à gérer mes tempos, comme on dit. Je partais, mettons, bien normal, puis je pouvais finir bien vite la chanson. Puis avec les accompagnateurs aussi. Les accompagnateurs, quand tu joues tout seul, ça va. Mais quand tu joues avec du monde, faut que tu sois en harmonie, là. T'entends tout autour. T'entends tout autour, puis une note, comme je disais tantôt, une note de trop, en une autre tonalité, peut faire que ton accompagnement, eux autres, ce qu'ils entendent, c'est différent. Fait qu'eux autres vont faire un autre accord qui va peut-être moins être beau à l'oreille, probablement des gens. Nous autres, on le sait. Tu joues, puis t'es comme... Là, tu l'as entendu, toi aussi. Fait qu'eux autres, ils l'ont joué aussi. Fait qu'ils l'ont... c'est de tout s'harmoniser ensemble, puis que tout fit, là. Puis de pas trop s'emballer. De pas trop s'emballer ouais. à jouer vite aussi. Parce que moi, si je joue vite, eux autres vont jouer vite. Si je joue tranquillement, eux autres vont jouer tranquillement. Mais une fois que t'es parti vite, là, c'est bien dur de redescendre. Comme avec un accordéon en particulier ou tous les instruments en général? Tous les instruments ensemble. Je parle quand on joue. Ouais. Je peux jouer ma pièce, puis à un moment donné, il y a une technique que je fais qui va un peu plus vite. Le tempo s'est mis à s'emballer un peu, mais après ça, c'est de redescendre le tempo. Là, tout le monde est parti, puis là, ça joue vite. Fait que tu laisses ça là, puis tu essaies de garder de pas aller trop vite, parce que au final, quand on vieillit, on se rend compte que l'harmonisation des notes, c'est plus beau de l'entendre la pièce que de la jouer vite. Oui. Parce que, ultimement, je pense que les musiciens, vous faites ça pour le public. Beaucoup dans les spectacles, on s'entend, c'est plus qu'un trip personnel. Non, c'est ça, tu sais, on joue de base pour soi. Mais quand tu es là pour un spectacle, le monde, parfois, ils ont payé pour venir voir ça. Tu veux pas jouer, tu sais, puis que tu joues pour te débarrasser. Non, tu es là pour que le monde ait du plaisir, ils entendent bien, puis 80% du monde qui sont là, ils écoutent très bien. Hein. Ils sont là, puis ils écoutent la chanson, puis mon petit homme, ça a été trop vite. Est-ce que tu t'es déjà fait dire ça après? Je me suis déjà fait dire ça. Je me suis déjà fait dire aussi que c'était très beau, que c'était parfait, mais je me suis déjà fait dire aussi que c'était trop vite. Que ça aurait pu être plus lent. Ouais. Pour la beauté de la pièce. Puis, on s'entend, là, tu as eu un professeur pendant un bout, je veux dire, on s'entend, t'es plus qu'un intermédiaire, t'es très très bon. Est-ce que toi, tu te donnerais des cours à des jeunes éventuellement? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? Actuellement, non. Plus tard, peut-être. La porte est ouverte. La porte est ouverte de peut-être plus tard. Tu sais, comme mes petits frères, ils ont montré de l'intérêt. C'est sûr que s'ils veulent peut-être apprendre, je leur montrerai quelques pièces, mais pour perfectionner, je conseillerais un professeur qui fait chevronné, ça. Là. Qui fait ça. Moi, je fais ça occasionnellement. Je leur montrerai ce que moi je sais. Puis en terminant, Maxime, c'est quoi les conseils que tu donnerais, par exemple, à tes frères ou à n'importe quel autre jeune qui voudrait commencer l'accordéon ou juste un instrument en général? As-tu des conseils à leur donner? Y aller doucement, prendre un instrument qu'ils aiment, qui sont curieux d'apprendre. Des fois, on va dire, c'est pas juste de « Ah, je veux jouer de la guitare. Ouais, » veux-tu vraiment jouer de la guitare? Tu penses au long terme. C'est ça, tu sais, puis moi, je sais que moi, j'étais bien curieux de l'accordéon. De tout ce que ça montre, le son que ça a, puis tout, puis je voulais exploiter ça. Je voulais voir c'est quoi que ça avait dans le corps, puis moi, apprenez, essayez. Au moins d'essayer de jouer juste quelques pièces. Déjà là, tu te dis, OK,
Puis c'est dans la culture québécoise aussi, tu sais, Ouais. de jouer de l'accordéon. Dans tu le sais, folklore. c'est dans le folklore québécois, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est une belle. Comment dire, c'est une belle passion qu'on peut développer à long terme. Puis. C'est juste, suffit d'avoir le goût. Ouais, il suffit d'avoir le goût puis de l'essayer, tu sais, de pas juste dire ouais, mais tu sais, les cours, le professeur. Non, regarde, prenez le temps, puis avoir de la patience, de dire, puis c'est pas compliqué, là, ça paraît, tu sais, il y a beaucoup de notes, c'est pas compliqué, t'as l'oreille, tu l'as. C'est plus facile. C'est beaucoup qu'on plus pense. facile, c'est beaucoup plus facile de l'apprendre, puis tu sais, surtout dans. Tu sais, moi, c'est familial, fait que tu sais, je veux garder ça. Mhm. Puis je veux montrer ça tu sais, aux enfants plus tard, je veux montrer ça aux enfants à mon frère, je veux montrer ça à tout le monde. Là, tu Ça sais. reste dans ta famille. Ça reste dans la finalement. famille. Fait, tu sais, moi, mon conseil, c'est ça, c'est d'y aller tranquillement, de prendre le plaisir de le faire, puis tu sais, de l'essayer. Moi, je suis certain, écoute, Maxime, qu'avec ce que tu nous as dit, il y a des jeunes qui vont le prendre. J'espère que tes frères aussi. Ouais, j'espère. J'espère, puis ça va leur faire un bon professeur. Merci, Maxime. Oui, mais merci beaucoup. Bonjour, je suis Maxime Cochon-Nollet. Je vais vous présenter l'Oiseau moqueur version Daniel Nollet, accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre au piano.
Monsieur Régent Denis de Saint-Hubal. Bonjour, Régent. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Merci. Régent, on parle des contes et légendes pour les jeunes, justement, qui n'ont pas connu cette époque-là. Évidemment, je ne veux pas vous vieillir, mais à une époque où c'est que les contes étaient très populaires, si on peut dire. Alors aujourd'hui, on en a un autre. Oui. Alors allons-y. Alors, si jamais vous voyagez vers Saint-Onde-la-Pérade à partir de Saint-Casimir, par la route du Rapide Nord, vous allez apercevoir aux limites de Saint-Onde et de Saint-Casimir, en plein milieu du champ, entre la rivière et le chemin du Rapide Nord, vous allez apercevoir un mur de pierre en ruine qu'on aperçoit encore à travers les arbres qui ont poussé autour de lui depuis longtemps. C'est tout ce qui reste de la belle maison de pierre que Jean-Baptiste Guertin s'était fait bâtir dans les années 1860. À cette époque-là, Jean-Baptiste était le maire de la paroisse de Saint-Casimir. Il était le premier marguillier à l'église. Il était président de la commission scolaire. Il n'y avait pas de noces qui se passaient à Saint-Casimir sans qu'il soit invité. Il y avait aussi un moulin à farine où les cultivateurs venaient faire moudre leurs grains. Puis c'était un lieu de rassemblement là, pour à peu près toute la population de Saint-Casimir puis des environs. Mais malheureusement, à cette époque-là, la femme de Jean-Baptiste, la grande Clémence, est décédée. Ah, ça a été un dur coup. Un dur coup pour Jean-Baptiste. Il lui restait rien que sa fille, la belle Rose, qui passait pour être la plus belle fille du canton. Mais comme c'était à la mode à cette époque-là, ben, il fallait porter le grand deuil pendant 1 an. Ça voulait dire hein, être habillé de noir, pas aller dans des soirées, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas d'amusement, il n'y avait rien. C'était le grand deuil pendant 1 année. Après 1 an, la belle Rose est allée voir son père, elle dit « Père, ça fait 1 an qu'on fait une vie pas mal plate. Hein? J'aimerais ça organiser une soirée pour fêter le Mardi Gras. » C'est mardi prochain, le Mardi Gras, puis il me semble que ça serait plaisant d'organiser ça. Jean-Baptiste, les soirées de danse, lui, ça lui plaisait pas beaucoup. D'abord, le curé était contre ça. Puis, il y avait toutes sortes de débordements dans ces soirées-là, puis il voulait rien savoir de ça. Mais à force de se faire tourmenter par sa fille, il a fini par accepter. Mais il a dit, ma fille, il y a une chose, par exemple. Il faut que ça soit fini à minuit. Alors, je veux pas voir personne danser sur le mercredi des cendres. Ça porte malheur, ces affaires-là. Je te le promets, papa, je te le promets, on va arrêter à minuit, la veillée va être finie. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de téléphone tout court. Fait que pour faire les messages qu'il y avait une veillée, il fallait s'y prendre autrement. Fait que la belle Rose est allée voir son amie Gertrude, qui passait pour être la plus grande commère du village. Fait que Gertrude a répandu la nouvelle dans toute la paroisse puis dans les alentours. Puis à 7 heures le soir du Mardi Gras, dans la belle grosse maison de pierre de Jean-Baptiste Guertin, c'était plein. Il y avait 3 violonneux qui se reléguaient pour faire danser le monde. Les jeunesses avaient du plaisir, les cotillons, les gigues, les harlapates, les rigodons, ça se succédait un après l'autre. Tout le monde s'amusait ferme. Vers 9 heures du soir, ça cogne à la porte. Jean-Baptiste s'est dit, qui c'est qui peut bien venir nous voir à soir? Soir de tempête, à part de ça, il faisait mauvais dehors, c'était épouvantable. Fait qu'il va ouvrir la porte. Il y avait là, dans l'entrebâillement de la porte, un grand gaillard, tout habillé en noir, chapeau noir, gants noirs, manteau noir, pantalon noir, des lunettes noires. Ben, il dit « Rentrez, rentrez, mon bon monsieur, restez pas dehors, des temps de même. Ben, il dit « Je suis bien content que vous m'invitiez parce que je voudrais avoir l'hospitalité pour le temps que la tempête va durer. » Ben, il n'y a pas de problème, donnez-moi votre manteau. L'étranger, il donne son manteau. Donnez-moi votre chapeau puis vos gants. Oh, j'aimerais mieux les garder, voyez-vous. Je me suis enrhumé dernièrement, puis j'aime mieux garder mes gants puis mon chapeau. Manière des gens de la ville que Jean-Baptiste s'est dit, mais il n'en a pas fait de cas. Fait que toutes les filles avaient regardé rentrer ce bel étranger-là. Puis toutes les filles espéraient bien qu'il viendrait les demander pour danser. Mais l'étranger s'est plutôt dirigé vers la belle Rose. Puis il l'a demandé pour danser.
Puis il a réservé toutes les danses de la soirée. Rose était contente, parce qu'elle était un peu coquette, la belle Rose. Hein? Elle avait un chum, mais elle aimait ça regarder à côté de temps en temps. Puis quand il dansait, puis qu'il passait à côté de la vieille grand-mère qui était en train de dire son chapelet dans la chaise, l'étranger sautait comme ça. Rose, elle trouvait ça bizarre un peu, mais elle le trouvait tellement beau qu'elle n'a pas fait de colle non plus. Puis à chaque fois qu'elle repassait devant la grand-mère qui disait son chapelet, l'étranger se mettait à sauter. Jean-Baptiste regardait faire ça aussi, puis il trouvait que la chaleur augmentait dans la maison. Il dit pourtant, je n'ai pas chauffé le poêle depuis 6h30 à soir. Puis ça doit être parce qu'il y a bien du monde puis que ça danse. Puis plus la veillée passait, plus les violons jouaient vite. Les jeunes avaient l'air comme ensorcelés, ça dansait, ça allait vite, ça n'arrêtait pas. Puis la chaleur augmentait tout le temps aussi. Ça fait que sur le coup de minuit, Jean-Baptiste dit hey, les jeunesses, c'est fini la danse, là, c'est fini. On est rendu à minuit, il faut arrêter de danser. Mais c'est comme s'il avait parlé au mur, personne ne l'écoutait. Tout le monde était comme ensorcelé, puis ça dansait de plus en plus vite, avec une chaleur qui augmentait tout le temps. Jean-Baptiste s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il a pensé au curé. Le curé, dans ce temps-là, les curés, ça avait des pouvoirs extraordinaires. Fait qu'il a attelé sa petite jument blanche sur son barleau rouge, puis il est parti dans la tempête à fin épouvante. Il est arrivé au presbytère, il n'a pas frappé, il est rentré. Monsieur le curé, venez vite, il se passe quelque chose d'épouvantable chez nous, je ne sais pas ce que c'est, apportez ce qu'il faut. Fait que le curé a embarqué avec Jean-Baptiste, puis ils sont retournés à toute vitesse vers la maison. Le curé est rentré dans la maison, puis s'est dirigé directement vers l'étranger. Il a dit laissez cette fille, étranger, laissez-la. Non, je la garde, elle m'appartient pour l'éternité. Puis il serrait le poignet de la belle Rose tellement fort qu'il y avait du sang qui dégoûtait. Fait que quand le curé a vu ça, il a sorti son eau bénite, il s'est mis de l'arroser là! Encore une fois, hein, vous savez, l'eau bénite puis le diable, ça ne marche pas ensemble, parce que c'était le diable qui était apparu là. Ça fait que le diable a fini par disparaître en laissant derrière lui une petite fumée mauve et une odeur de souffle irrespirable. Puis la chaleur continuait d'augmenter tout le temps. Puis, comme ça, le feu a pris dans la maison. Alors les jeunesses ont eu juste le temps de sortir. Puis la maison a brûlé complètement. Au petit matin, la belle Rose avait comme vieilli de 50 ans. Ses beaux cheveux blonds étaient devenus blancs. Puis sa belle peau, qui avait une texture de pêche, était ridée comme une vieille pomme. D'ailleurs, elle est morte pas longtemps après au temps des Lilas. Quant à Jean-Baptiste Guertin, lui est frappé par tant de malheur, il a décidé qu'il ne restait plus à Saint-Casimir. Il s'est en retourné dans sa famille qui restait dans le bas du fleuve. Puis, tout ce qui restait au petit matin après l'incendie, c'était les 4 murs de pierre de la maison de Jean-Baptiste. Avec les années, il y a des murs qui se sont effrités, il y a des murs qui sont tombés. Mais encore aujourd'hui, si vous passez dans la route du Rapide Nord, entre la rivière et le chemin public, vous allez apercevoir le restant de la ruine du mur de pierre qui reste là malgré les arbres qui poussent tout autour. Puis, un petit conseil, les jeunesses, si vous voulez organiser des parties, gênez-vous pas, mais faites bien attention. Si jamais, pendant la veillée, il se présente quelqu'un que vous n'avez pas invité, que vous ne connaissez pas, vous êtes peut-être mieux d'y dire d'aller veiller ailleurs, parce que ça pourrait peut-être être le diable, encore une fois. C'est moi qui vous le dis. Monsieur François Dumas, bonjour. Bonjour, Bienvenue à l'émission. ça fait plaisir. François, on parle de l'instrument du violon comme tel. On a parlé des origines, on a parlé de tout ça. On a parlé un peu de l'accord du violon. Oui. On a parlé, on a les cordes, tout ça.
Dans les parties du violon, on voit qu'il y a des petites clés en haut, là, avec l'espèce de, Ici, justement, de cœur de violon. Là. Ouais. On a les petites clés. Et avant l'entrevue, on s'est aperçu que lorsque François tourne les clés, ça craque. Ça craque, oui. Ça craque. Ça a-tu déjà arrivé que ça a cassé? C'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça, mais encore là, c'est pas quelque chose qui va arriver souvent. Il faut vraiment que l'humidité ça soit pas contrôlé. Et puis, bien, étant donné que c'est bois sur bois, il n'y a aucun métal là-dedans. Là. Ouais. Fait que quand le bois vient trop gripper, bien là, ça peut être dangereux. On voit la clé ployer un petit peu dans nos mains, là. Fait que quand ça arrive, on sent que ça craque un peu trop, là. On ressort la clé et on prend bien souvent un crayon de plomb qui n'a pas été aiguisé trop, là. Puis on en met un petit peu dans les points d'appui, chaque côté, où c'est que la clé va porter. Si on en met trop, bien là, la clé ne tiendra pas. On en met juste assez pour être capable de pouvoir la faire travailler facilement. Ça, c'est des vieux trucs de violonneux. Oui. Des trucs que vous avez appris avec le temps. Avec le temps. Peut-être votre père aussi qui vous a Mon montré père, ça? puis bien d'autres que j'ai vus, surtout les vieux violonneux. À un moment donné, la clé ne tenait pas, puis il crachait sa clé. Bon, à cette heure, on voit plus ça, là. On voit plus ça. Mais non, c'est toutes sortes de petits trucs comme ça. Mettons, des fois, moi, j'ai juste un ajusteur ici pour la corde de mi, parce qu'étant donné, elle est en acier, contrairement aux autres. Fait que elle, la faire travailler avec la clé, là, c'est facile de passer droit. Donc, c'est une espèce d'expression anglaise, un fine-tune. Exactement. C'est un ajustement très fin, C'est ça. si on peut dire. C'est ça. On peut l'avoir, ces 4 cordes. Il y en a qui vont avoir 4 ajusteurs pour les 4 cordes. Moi, particulièrement, je ne l'utilise pas, parce que je vais utiliser beaucoup les clés. Je travaille avec ça. J'ai toujours travaillé avec ça. Fait que, puis même si j'en avais, l'habitude va faire qu'en prenant le violon, je n'irai pas là, je vais aller en haut tout de suite. C'est comme ça. Mais le violon, c'est sûr et certain que ça prend un ajusteur sur la corde de mi. Ça, c'est essentiel. Qui est votre point de base. Oui. Et ensuite, à partir, comme on disait, à partir du mi, là, on peut ajuster les C'est ça. Alors là, notre violon, à ce moment-là, il est prêt. Est-ce que d'autres parties, bon, il y a la caisse de son, si on peut dire? Oui, la caisse de son, ça, on va dire la caisse de résonance. Le corps du violon en tant que tel, bon, le violon est conçu, a été fabriqué en érable, les éclisses, chaque côté, là, c'est ça qui donne la forme comme ça, là. Bon, ça, c'est en érable. Le dos du violon, qui est en érable. Le manche, la volute, c'est-à-dire la tête, en érable. Est-ce que c'est comme ça pour tous les violons? Tous les violons, sans exception. Oui. Donc, il n'y a pas de violon avec d'autres sortes de bois? On s'entend. Le seul bois mou qui est différent, c'est la table d'harmonie du violon. Un violon entièrement en érable, partout, ne sonnera pas. Ah oui? Ça prend un bois qui est un bois mou. Autrement dit, du bois qui est nervuré. Très, très fin. D'ailleurs, on voit, on peut les voir quand on le regarde de proche. On voit tout le lignage dans la table du violon. On voit ça. La table d'harmonie, c'est ça ici. C'est ça ici. Puis le son va se propager, parce que c'est vide, hein? L'instrument est complètement vide. Il n'y a rien dans ça, là. À part qu'un petit, on appelle ça l'arme, le petit poteau qui est en dessous du chevalet, qui va transmettre les vibrations. Le son part de là, passe au travers de l'arme, va aller fesser dans le dos, puis il remonte. Puis il sort par ici, les ouïes. Donc, c'est intéressant. Vous avez de la corde aller au chevalet. Oui. Le chevalet s'en va à un support en dessous. C'est ça. Qui va frapper. C'est ça. Et ensuite de ça, ça va sortir par, vous dites les ouïes? Les ouïes. Les ouvertures en F, là. Oui. On appelle ça les ouïes. Le son sort par là.
Bien, justement, on en parle de l'amplification de l'appareil. Ça se fait comment, ça? Je veux dire, quand vous jouez en spectacle devant 5000 personnes, là, on exagère un petit peu, là, mais comment est-ce qu'on fait pour capter le son? Bon, premièrement, un petit truc du métier. Amplifier un violon, là, c'est quelque chose, c'est un instrument qui est très, très, très capricieux. Un violon mal amplifié, c'est détestable, c'est taillissable. J'en ai vu beaucoup. Ils ont un petit micro, un petit pick-up, comme on dit, là, qui mettent ça ici. Oui. Ou là, ou bien souvent dans le dos, puis attacher ça avec un élastique. Ça fait un son plutôt curieux. Et puis, bien souvent, c'est un coup dans un système d'amplification, un son carrément haïssable. Donc, on n'a pas le vrai son du violon. Maintenant, on est capable de l'avoir. Oui. Parce qu'il y a des excellents microphones. Pour ça, c'est une clip, c'est une petite pince qu'on la met sur le bout de la mentonnière ici. Puis le bras du micro, c'est flexible. Fait qu'on est capable de le diriger où on veut. Et puis, de cette manière-là, on va aller chercher le vrai son de l'instrument. Le vrai son de l'instrument. Et là, à ce moment-là, vous êtes capable là, de dire, bon, ben peut-être de diriger un petit peu le micro pour dire, bon, là, c'est un petit peu trop fort, un petit peu trop fort. Encore là, on va diriger le micro pour pas qu'il nous gêne, autrement dit, parce que le micro, bien souvent, là, si on le place ici, il va venir nous gêner, puis à un moment donné, on peut avoir la fixture du micro dans la figure, c'est pas mieux. Si on le met là, bien là, c'est plus du côté aigu qui va sortir. T'sais? Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais le positionner pour que le micro arrive à peu près ici, entre les deux. Fait que là, je vais avoir le son des basses, le son des aigus en même temps, sans avoir un son qui est plus puissant d'un côté que de l'autre. Puis après ça, bien, le gars de son, la personne qui va diriger la console, elle va tout aller chercher. Oui, toutes les fréquences. Toutes les fréquences, s'assurer que ça ne soit pas plus fort d'un côté que de l'autre, puis que le violon ait vraiment un beau son, agréable à écouter, plutôt qu'un son que tu veux sortir, parce que tellement que c'est haïssable. En classique, on entend parler souvent qu'il y a de différentes grosseurs de violon. On a même entendu un, trois quarts, un quart, une demi. Oui. Pouvez-vous expliquer un peu c'est quoi? Bon, le violon entier, comme on dit, le violon 4 quarts, ça, c'est un 4 quarts. Ça, c'était un violon pour une personne adulte, autrement dit, là. Okay. Si on dit un violon 3 quarts, il est identique. La facture est identique. Il est fabriqué entièrement, c'est exactement pareil, sauf qu'il est plus petit. Au lieu d'avoir cette longueur-là, on va y enlever à peu près ça. Il va être plus court. Tout va être plus petit. Et ainsi de suite. Un quart, c'est un violon pour un petit enfant. Un quart, quoi, à peu près ça de long, là. Ça va jusqu'à 1,32, là. Ah oui? C'est vraiment pas gros, là. Moi, j'en ai un tout petit à la maison, un petit un quart. C'est à peu près ça de long. Et vous pouvez jouer vos pièces? Bien, disons que... Un petit peu moins. Capable de jouer pareil, mais c'est tellement petit que là, à grandeur de doigt que j'ai, bien là, tu sais... Puis même que je suis pas capable de faire ça, je suis obligé de le mettre ici, parce qu'il est trop petit. Puis même que je vais l'éloigner pour être à mon aise. C'est des violons d'apprentissage pour les enfants. Mais c'est bon. Vous oui, recommandez ça? Je le recommande. Oui. Est-ce qu'un jeune pourra commencer directement avec la grosseur du violon standard? Oui, ça se fait pareil. D'ailleurs... c'est comme ça que vous avez commencé? Un peu. J'ai déjà eu un plus petit violon, mais j'étais toujours rendu sur ceux-là. Oui. Je jouais avec les violons de mon père. Exactement. Donc, on parle aussi, on a parlé de la sorte de bois. Oui. L'entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le violon pour le garder le plus longtemps possible? Bon, premièrement, l'entreposage. Ça, c'est un violon qui joue ou qui ne joue pas. Il faut toujours s'organiser pour le mettre dans un endroit. Il ne faut pas que ça soit trop humide. Il ne faut pas que ça soit trop sec non plus. Une maison où on chauffe au bois, par exemple. Ouais. Ne jamais, jamais, jamais mettre le violon dans le sous-sol à côté du poêle, là. Les clés vont sortir, le violon va casser, il va fendre.
trop sec. Trop sec. Puis trop humide, bien là, c'est le contraire. Le bois va renfler, il va se gonfler. Puis là, il va fendre, mais dans l'autre sens. À un moment donné, là, il est sous pression. Là. Puis à un moment donné, bien, ça lâche quelque part. Fait qu'il faut, dans un endroit qui c'est équilibré, là, autrement dit. On contrôle l'humidité, puis le côté sec de la chose, on contrôle ça. François Dumas, merci beaucoup. Merci. Monsieur Serge Maton, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes à l'émission pour parler de la gigue, parce que vous êtes un expert dans le domaine de la gigue, puis nous, on pense que vous êtes un des meilleures personnes pour nous parler de ça. Ben, d'abord, la gigue, ça vient d'où, ça? Le mot gigue comme tel, comment ça qu'on appelle ça, la gigue, d'après vous? Le mot gigue, je pense que ça serait difficile. Selon les recherches que j'ai faites, je ne suis pas un grand, comment je dirais ça, point d'historien, ni un grand spécialiste là-dedans. Je suis plutôt un passionné de la danse comme telle. Mais ce que j'en connais comme information, ça serait difficile de s'accrocher sur le mot comme tel. D'où vient le mot gigue? C'est difficile de trouver la vraie réponse à ça. Cependant, il y a des expressions qui sont là depuis longtemps. Moi, j'ai entendu, même dans ma famille, on disait ça, puis dans le passé, ça se disait aussi. On disait de quelqu'un qui avait des grandes jambes, qu'il avait des grandes gigues. Ah oui. Il faisait un certain lien avec ça. Une gigue, si quelqu'un regarde dans le dictionnaire pour voir sa définition, bien, certains dictionnaires l'associent avec la partie de la jambe, un peu comme on dirait une gigue d'agneau, par exemple. Un jarret d'agneau, il y a des gens qui, à l'époque, appelaient ça une gigue. Donc, c'est relié un peu aux jambes, mais ce qui est le plus courant, le plus populaire, si on peut dire, là, comment le définir? Bien, c'est une danse avec les jambes, bien sûr, où ça bouge beaucoup. Et derrière tout ça, il y a le plaisir de danser. Et ça se fait habituellement, c'est une danse individuelle. Oui. Donc, évidemment, avec de la musique qui va avec ça, c'est sûr. Là, soit un violonneux, musique à bouche ou encore accordéon. Donc, dans une soirée, là, ça met d'action, là, ça met de la vie, ça réveille les gens, autrement. Oui, c'est sûr, ça réveille les gens. Oui. Et puis, ce qui me revient, un petit détail qui me revient, au moment de l'immigration irlandaise en particulier, dans les années 1850, autour de ça, 1850, il y a eu beaucoup d'Irlandais. Là-bas, ils crevaient de faim, là. Selon les historiens. Alors, eux sont arrivés avec leur danse. Et eux en faisaient déjà de la gigue. Ils appelaient ça, dépendamment des termes, le terme anglais. Oui. Il y avait leurs expressions. Oui, leurs expressions à eux qui ne me revient pas, là. Oui. Mais step dancing, oui. Step dancing. Nous, on l'a transformé en stepeux. Souvent, c'est un terme qu'on va utiliser au Québec. Une stepette, là. Des stepettes, ça venait de là. C'est un peu un lien. Et puis, au niveau des francophones, ben, le terme qui a été utilisé, c'est gigue. Alors, les Irlandais en faisaient, les Écossais en faisaient. Alors, c'est principalement eux, lors de l'immigration au Canada, qui ont amené ça. Là. Mais on sait, le Québécois s'est épris de ça et on en est devenus des passionnés. Et durant les soirées, la gigue, c'est un peu, je ne peux pas dire un spectacle, mais c'est une démonstration de talent, de capacité, d'habileté au niveau des pieds. À suivre. Un show, une espèce de show. Un petit spectacle. Ça permet aux autres de se reposer aussi, là, de prendre une petite pause pour la danse. Puis la gigue a été très populaire pour agrémenter les soirées des bûcherons. Dans les camps de bûcherons, à l'époque,
ben, il y avait à l'occasion des compétitions. Ah oui. Et ce que j'en ai lu, c'est qu'il y avait 2 gigueurs face à face, puis quand il y en a un qui était épuisé, il n'en pouvait plus, bien un autre prenait sa place, puis il continuait comme ça toute la soirée. C'était un peu la façon de l'époque. Parce que les camps de bûcherons avaient leurs propres musiciens, leurs propres violonneux, ainsi de suite, mais il y avait des gigueux aussi, donc ça faisait du divertissement pendant les longs mois d'hiver. Hein, oui, c'est ça. Puis voilà, les journées de congé étaient rares, là, mais il y avait besoin de s'agrémenter aussi, alors c'était un peu aussi... Ça faisait partie de leur façon de s'agrémenter. On sous-entend qu'il y avait de la chanson, bien entendu, mais la gigue semblait populaire dans ces travaux-là. Merci. Bienvenue. Fernand Pelletier, bonjour. Bonjour, Tony. Bienvenue à l'émission, Fernand. On est rendu dans ton studio d'enregistrement ici à Beauport, près du pont d'Île-d'Orléans. Et puis, Fernand, on est le matin de l'enregistrement. J'ai mes musiciens. Tu as fait tous les ajustements techniques, si on peut dire, les fréquences, tous les petits balayages, tous les ajustements de micro, les balancements. Maintenant, on en est rendu à commencer ma première toune, donc la première chanson. Alors, tu utilises des équipements que tu as ici. Parle-nous de ça, Fernand. J'utilise... moi, j'ai Adobe Audition pour enregistrer. Donc, c'est un logiciel d'ordinateur. Adobe Audition. C'est un vieux programme, mais moi, je le sais par cœur, tu sais. Oui. Quand tu en prends un autre, il faut que tu réutilises tout. Fait que moi, je sais tout comment ce qui se comporte. Oui. C'est ça. Donc, c'est un logiciel d'ordinateur qui est fait pour, justement, un studio d'enregistrement. L'enregistrement, c'est ça. Oui. Hein? Alors, on y va. Puis là, tu vois les tracks, vois-tu, comme là, ici, c'est les strings. La track est là. Toutes les tracks qu'on enregistre sont toutes là séparées. C'est ça. Puis quand tu enregistres, puis quelqu'un, mettons qu'on enregistre, puis la personne, elle se trompe, bien, on peut continuer plus loin, puis moi, je peux recoller ça, tu sais. OK. Donc, on fait toutes sortes d'affaires de même. Hein, chaque bande représente peut-être un musicien? Oui, un instrument, oui. Un instrument, un musicien, peu importe. Si on est 3, ben, tu vas avoir 3 bandes. Et là, à ce moment-là, toi, tu es capable de modifier chaque bande s'il arrive une petite erreur. Oui. OK. On peut se reprendre. Le principal, c'est le drum qui soit là, avec toute la musique. Puis après ça, ben, on peut arrêter. Tu sais, la personne, mettons qu'elle enregistre, là, ben, je veux dire, je vais te donner une idée. Mettons que le gars, il a joué de la basse, la bass, puis mettons qu'il joue de la bass, puis il s'est trompé d'une note, là. Ben, je peux puncher juste une note. La note qui s'est trompée. Donc, vous faites la correction visuelle qui va devenir une correction automatiquement sonore. Oui. OK. Veux-tu qu'on parle de la voix? Oui. OK. Ce qui arrive, c'est que moi, des fois, la personne, elle va chanter, mais à des tonnes un petit peu dans le haut, mettons qu'à des tonnes un petit peu, ben je peux l'accorder, l'ajuster. Tu sais, je fais tout ça, là. Tu sais, des fois qu'elle chante puis c'est pas assez haut, ben je peux l'accorder avec les notes, parce que moi, je vois bien qu'elle n'est pas sa note avec la musique, tu sais. Ben, je peux l'ajuster, tu sais. Donc, encore là, tu es capable de faire une filtration avant l'enregistrement, mais pendant aussi l'enregistrement. Oui. Tu es capable de filtrer, de faire le ménage, de modifier. Oui. C'est ma job, ça. C'est ça, principalement. C'est emblème, en tout cas. Oui. Est-ce que ça arrive, Fernand, aussi, qu'il y a des situations, la plupart du temps, ça va bien pour faire ton... Est-ce qu'il y a des situations aussi que la personne est obligée de revenir plus tard pour modifier? C'est elle-même, quand elle écoute ça chez eux, qu'elle dit « je me suis trompé d'un mot », quelque chose. Mais je te donne une idée. Mettons qu'à la fin, elle a chanté, elle a fait « Ah »,
Elle l'a fait long, long. Puis là, on écoute ça. Ah, c'est long, tu sais. Je peux le couper. Oui. Je le coupe, puis je peux le rassembler, le mettre plus court. Parce qu'il y a des fréquences qu'on voit quand on grossit, des fréquences de voix, tu sais, de ah, ah, ah. Fait que si je le mets vis-à-vis de ah, ça ne paraît pas pantoute. Donc, tu fais ça, Fernand, pour chaque pièce. Hein? Chaque pièce représente un montage dans ton logiciel. Donc, si j'ai 12 pièces, tu as toutes 12 écrans différents, on peut dire 12... Oui. Oui. Et là, à ce moment-là, toi, c'est du travail de correction beaucoup, hein? Il y en a qui n'ont pas de correction. Ah ouais? Bon, ça dépend qui. Tu sais, je n'aimerais pas le nom, mais non. il y en a là qui chantent, puis ils l'ont pratiqué chez eux, puis ils savent par cœur. Ouais. Mais l'autre technique que j'ai, je ne sais pas si c'est le temps d'en parler, la technique que j'ai, c'est quelqu'un, il chante, puis il a acheté le karaoké. Oui. Bien, moi, j'enregistre la pièce du karaoké en MP3. Oui. Puis après ça, je le cancelle pour pas l'entendre. Puis j'enregistre la voix. Puis j'y mets le karaoké, puis elle chante en même temps que le karaoké. Puis moi, après, je sécurise que ce soit à la même place que l'autre karaoké. Parce que avant qu'elle commence à chanter, bien, on entend un petit peu dans le micro, un petit peu, la musique. Fait que je sais à quelle place qu'il est le commencement. Ça te fait un point de repère. Oui. Fait que là, il y en a des fois qui disent, aïe, parce que c'est le fun, l'écran est assez grande pour qu'ils chantent dedans. Tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'ils peuvent chanter avec le karaoké. Puis s'ils se trompent à quelque part, ben je recule, puis ils peuvent recommencer à chanter le bout, puis continuer. Puis après ça, je sécurise parce que je sais la parole qu'elle a donnée, elle l'a chantée 2 fois. Je le mets vis-à-vis, puis tu sais, c'est tout mon ouvrage. Ça. C'est un peu comme les anciens appareils d'enregistrement. On ne parle pas d'ordinateur, c'est-à-dire qu'on parle de 2 manières différentes. Autrefois, tu avais les anciens appareils. Aujourd'hui, tu as des logiciels d'ordinateur. Toi, tu utilises un logiciel. C'est ça. Bon. Est-ce que... Bon, tu fais ça pour les... On reste toujours dans l'idée que c'est 12 pièces. Est-ce que la personne, la plupart du temps, est capable de faire ces 12 pièces dans la journée? Est-ce que, d'après toi, ça en général? C'est dur à dire. Moi, ce que je conseille, c'est que si elle a 12 pièges, j'ai dit, pratique-en 6 comme il faut, puis viens les enregistrer, puis viens enregistrer 6 autres. Oui. C'est ça. Donc, ça veut dire en 2 shots. Ben parce que, tu sais, c'est du stock. Il vient tant que, tu sais, c'est ça. Si c'est pour un instrument de musique, est-ce que c'est un petit peu plus facile? Est-ce que c'est un petit peu plus... Ben, l'instrument de musique, ils sont capables de faire ça dans 6-7 heures. Tu sais. Je lui demande d'emmener le lunch. Hein, oui, je comprends. suis au anglais, là. Mais je lui demande d'emmener, moi, j'ai du café, de la liqueur, des choses. Mais je lui demande d'emmener, pareil, quelque chose pour dîner, parce que faut arrêter pour dîner. Tu sais, des fois, ils ne mangent pas beaucoup quand ils chantent, là, mais quand même, ça prend une pause pareille, tu sais, parce que quand tu as commencé à 9 h, quand tu es rendu à midi, tu as 3 heures de fête. Fait que là, on mange un peu, puis à midi et demi, on recommence quand tu es rendu. Puis, par rapport aussi au trafic, ici à Québec, quelquefois, on s'arrange pour que la personne elle vienne de bonne heure, puis qu'elle parte vers 2 heures pour ne pas être pris dans le gros trafic, puis d'en revenir une autre journée à place. Tu sais. Donc là, Fernand, on a fait encore un petit ménage dans ton, si on peut dire, dans ton logiciel de montage. Oui. Donc là, on a fait, nos 12 pièces sont faites. Là, toi, à ce moment-là, tu t'assois, tu te concentres et là, tu nettoies tout ça. Oui. Suite à ça, il y a probablement une période d'écoute. Est-ce que tu fais venir la personne pour écouter et modifier si elle veut modifier à quelque part? Est-ce que ça se produit comme ça? Si c'est moi qui fais la musique, ben, je balance la musique, puis je balance sa voix, puis elle revient voir si elle dit, ben là, j'aimerais que tu rajoutes une guitare là, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Ils peuvent dire, ben là, cet instrument-là, l'intro, j'aime pas l'instrument de l'intro, ben je peux changer l'intro, tu sais, vu que c'est moi, là. Donc, il y a une période à laquelle vous travaillez ensemble pour dire, bon, on va changer ça un petit peu, ça c'est bien beau, ça j'aime ça, ça c'est bien mieux que je pensais, ainsi de suite. Donc, il y a une petite période pour ça. Ensuite de ça, il y a la période du montage.
Donc, c'est le montage final. Le montage final, est-ce que ça devient quasiment le montage que tu as fait? Est-ce qu'il devient montage final? Bien, si... moi, je le fais comme montage final un peu avant que la personne vienne. Oui. Quand elle vient, il va peut-être dire, ben là, ben remonte un petit peu ma voix. Mais, Oui, manque pas grand-chose. Puis, ouais, des fois, le solo, quand je fais le mixage, des fois, je m'aperçois que le solo de guitare, il n'est pas tout à fait assez fort par rapport à la voix qu'elle a. Puis là, il faut faire un autre mixage après en instrumental pour lui donner l'instrumental aussi, là. Ah, OK. Alors, tu fais... Le chanter. Oui. Puis après ça, on fait l'instrumental. On dit la trame. Oui. La trame sonore. On va revenir là-dessus, Fernand. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Nicolas Norroux. Je vais vous interpréter le rythme du cultivateur accompagné de mon frère Benoît et mon ami Gaétan Lefebvre au piano.